Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Erwan Leroux. Salut Pierre-Yves. Eh bien merci de nous recevoir chez toi. On est dans la, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, c'est pas la banlieue de la Trinité, mais c'est les petits villages autour de la Trinité pour les marins qui sont basés à la Trinité, parce que la Trinité est inaccessible. C'est la campagne. Voilà, ouais. C'est la campagne. On est dans la campagne, on est Plémel, c'est le centre. Voilà, t'es pas loin d'Auray, t'es proche de la plage de Quirillot, et proche de la Trinité Carnac. Donc c'est vraiment. Et il y a pas mal de marins qui habitent dans le coin. Enfin, j'en connais quelques-uns. Ouais, il y a quelques marins qui habitent à Plémel, je crois. Alors écoute, merci de nous accueillir chez toi. Alors, quand je t'ai lancé l'invitation, je me suis dit, j'invite un gars qui va faire la prochaine Route du Rhum à moins d'un mois de la Route du Rhum. Je suis pas sûr que ça passe. Et puis en fait, ça passe. Donc on est à moins d'un mois du départ. On est à 4 semaines ou 5 semaines. Je sais même plus. Tu dois peut-être savoir mieux que moi du départ. Tu vas regarder. Là, on est pile poil. On est le 4, ça part le 6, tu vois. Voilà. Donc on est à 32 jours. On est à 32 jours du départ. Et t'as l'air assez serein. En tout cas, t'as de la place dans ton planning pour faire un podcast avec nous. Eh ben, raconte-nous ce que c'est justement, toi qui as fait déjà pas mal de Routes du Rhum, qui a une longue carrière, on va revenir dessus. Dans quel état d'esprit on est, comment on est organisé quand on est à la tête d'une équipe d'Ocean 50 comme toi, à un mois de la Route du Rhum, on a le temps justement, on a encore des créneaux pour faire ce genre d'entretien. Bah ouais, écoute, on a organisé un planning là depuis le retour des vacances là, depuis fin août. Et pour l'instant, ce planning est plutôt respecté. Donc, écoute, on arrive cette semaine. On vient de tout démonter sur le bateau. On a quelques petites retouches de peinture à faire sur les safrans et on change le moteur, on met les voiles neuves. Et puis la semaine prochaine, on a un stage d'entraînement avec les petits copains de la classe, qui sera vraiment le dernier galop d'essai avant le départ. Et voilà, le bateau sera prêt à partir le 20. Donc, écoute, cette semaine-là était consacrée un peu au repos et à la préparation physique, mais pas de navigation. Tu vois, donc tu vois, ça tombe bien. Parfait, le pile poil de créneau. Je dois dire que tu m'as renvoyé un mail avec 3 créneaux différents, avec les horaires précis. On sent le gars organisé. La Route du Rhum qui s'annonce, ça s'annonce du point de vue média, foule, nombre de concurrents assez gigantesque. Comment, quand on a ton expérience à toi, on anticipe ce type d'événement où la pression sera forte, celle des sponsors, celle de la foule. Je le redis, hein, c'est un paramètre important pour les marins. Toi qui as de l'expérience, comment tu anticipes ça? Tu t'attends ça avec plaisir? Tu te dis il faut que je me préserve? C'est quoi la stratégie d'anticipation d'une Route du Rhum? Je parle pas de l'organisation et du sport, mais vraiment de cette période du village qui va être assez impressionnante. Bah, je crois qu'il faut le vivre comme une chance. Hein. Il y a 4 ans, je savais pas si j'allais pouvoir refaire une Route du Rhum un jour. Et tu vois, 4 ans après, je me retrouve au départ de la Route du Rhum avec un projet gagnant et avec avec encore plus de niveau qu'il y avait il y a 4 ans dans la classe. Écoute, moi je vais le vivre en tous les cas comme une chance et je vais profiter au maximum de tout ce qui m'est offert, hein, parce que là, je crois que dans la vie qu'on a et dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le fait de pouvoir continuer à exercer notre métier, vivre de notre passion et pouvoir faire des
des courses comme la Route du Rhum nous sont offertes. Je crois qu'il faut surtout profiter du moment présent. Quand on écoute l'actu le matin, c'est sûr que donc, c'est presque décalé quelquefois d'ailleurs. Hein. Complètement. Ouais, c'est sûrement décalé et donc clairement il faut profiter. Et moi je compte bien en profiter et j'en profite déjà. Hein. Je profite de tout ce qui nous est donné. Le lancement de la Route du Rhum, il a eu lieu à Paris il y a 15 jours. Et voilà, on sent bien qu'effectivement il y a un engouement et ça va être énorme. Je parlais de préservation parce que c'est quelque chose que le public et les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément, mais on peut laisser pas mal d'énergie sur un avant-course comme la Route du Rhum avec beaucoup de sollicitations. C'est l'une des plus grosses courses en termes de volume de foule, de volume de médias. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué à gérer. Alors en fait, dans notre catégorie, hein, parce que les autres catégories, je les connais. Enfin, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que en Ocean 50, je pense que tu peux perdre la Route du Rhum 3 jours avant le départ. Ça, c'est sûr. Tu la gagnes pas, mais tu peux la perdre. Et donc, effectivement, il y a un moment donné, il faut pas se perdre et il faut rester concentré parce que la Route du Rhum, ça reste qu'un sprint, pour nous. Et si tu pars pas bien, quand même, si t'es pas déjà au taquet dès que le départ est lancé ou quelques heures après le départ, ça peut être compliqué. Donc effectivement, il faut bien gérer ces 3-4 jours avant le départ, avec la pression qui monte par rapport à la météo, le stress, tu vois, l'émotion de la famille. Toi, tu fais quoi? Tu t'enfermes? Tu dis je suis dispo de 10h à 12h et puis. Non, on s'enferme pas. Non, il faut continuer à profiter. Enfin, moi, il faut continuer à profiter, mais surtout, il faut être. En tous les cas, il faut être organisé, quoi. Il faut s'organiser, continuer à faire du sport, continuer à rester concentré, continuer. Voilà, il y a des temps pour tout et il y a des temps où on doit s'isoler, il y a des temps où on est disponible et puis voilà. Mais c'est une histoire d'organisation et c'est aussi une histoire d'expérience. Je pense que quand on a fait plusieurs. T'as une routine? Ouais, j'ai une routine et surtout, en fait, je vais essayer de reproduire. Je me suis jamais senti aussi bien départ d'une course en solitaire qu'en 2016. Voilà. J'étais au top. Voilà, je me suis. Alors, tu parles de la Route du Rhum? 2016, non, c'était la Transat anglaise. C'est la Transat anglaise. C'est ça. Départ de Plymouth. C'était Bakerly, je crois, qu'elle s'appelait. Et ouais, je me suis jamais senti aussi bien en mer, tout de suite dans le match, parce que d'habitude j'étais un peu un diesel, tu vois, il fallait un peu de temps pour, tu vois, je me calais dans les roues des mecs et puis, tu vois, tu suces la roue et puis après tu déboîtes. mais non, là, là, je me suis senti bien et en fait. Parce que j'ai aussi changé mon approche de préparation. Enfin, à cette époque-là, j'avais changé mon approche de préparation. Et j'avais essayé de tout anticiper. Et je me suis... Voilà, j'étais bien, quoi. Donc, bien physiquement, bien mentalement. Et je vais essayer de reproduire ça pour la Route du Rhum. Et alors, c'est quoi tes routines dans les quelques jours qui précèdent le départ? Les routines, c'est continuer à faire du sport le matin, avant le petit-déj. J'ai mon préparateur physique qui est là aussi. Donc on fait à la fois un mélange de yoga, de sport et d'affûtage, tu vois. Il y a le fractionnement du sommeil, c'est hyper important. Ah, tu commences à fractionner ton sommeil avant de... Ouais, toute la semaine, même 15 jours avant le départ, là, à partir du 20, je fais des siestes. D'accord. En fait, l'idée, c'est pas tant L'idée, c'est vraiment de commencer à fractionner, faire des siestes, tu vois, s'allonger, fermer les yeux, se reposer, commencer à imaginer un petit peu, tu vois, essayer de faire des scénarios dans sa tête. Je pense que ça travaille aussi, ça permet de vraiment s'entraîner à imaginer et mentaliser sa performance. Je pense que ça aide après quand on arrive à 3 jours du départ où en fait on va commencer à se faire le scénario A, B, C, D et en fonction de la météo et le fait de le faire avant en fait ça c'est de l'entraînement en fait. C'est comme si tu t'entraînais. C'est de la projection, enfin c'est de la répétition mentale quoi. Exactement, c'est comme la visualisation, j'allais dire. Ouais, c'est de la visualisation, c'est de l'imagerie et c'est exactement le skieur, tu vois, qui est dans sa descente et là qui est en train de refaire tous les virages de la descente, tu vois. Et je pense que c'est un entraînement à avoir et c'est un entraînement à faire. Donc
Et ça, c'est de la préparation mentale, en fait. Ouais, bah, ça fait partie de mes routines. C'est-à-dire que bien mentaliser, si tu veux, tous les scénarios. Et bah, moi, ça me permet aussi d'être rassuré finalement et de pas être là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Et tu fais ça avec un préparateur mental ou tu fais ça tout seul? Bah non, la préparation mentale, en fait, pour moi, dans la performance, il y a un sujet qui va sortir là jeudi, qu'on va sortir. Mais en fait, aujourd'hui, il y a 6 axes de la performance qui sont indissociables d'une perf, quelle qu'elle soit. Tu as la préparation technique, donc prendre un riz, faire le bon geste. Voilà, il y a le médical, parce qu'il y a un suivi médical à avoir, éviter de se blesser, voir des kinés, voir des ostéos. Ce matin, j'ai été faire ma prise de sang bio, voilà. Donc tout suivi médical. Il y a la préparation mentale, il y a la nutrition. Il y a le physique, forcément. Voilà, j'ai séance de sport cet après-midi avec mon préparateur. Et puis il doit en rester un, bah forcément, la technique, parce qu'on est dans un sport mécanique. Tu regardes tous ces 6 axes-là, peu importe la performance, que ça soit un jeune qui passe son oral de bac, que ça soit un manager qui doit parler devant 300 personnes ou 400 personnes, que ce soit nous traversés en solitaire sur un multicoque, et ben en fait, peu importe la performance, mais dans tous les cas, ces 6 axes, ils sont indéniables. Même pour un runner, voilà, il y a de la technique, il y a de la préparation mentale, il y a de la nutrition. Et donc en fait, quand tu essayes de rentrer dans tous ces items, et ben en fonction de chaque individu, hein, ça vient pas comme ça, mais tu vas mettre des pourcentages pour arriver à un 100%. Et voilà, donc nous, c'est un sport mécanique, donc forcément. Donc la préparation technique, c'est X%, enfin c'est peut-être 30 ou 40. Voilà, la préparation physique, bon, on n'a pas besoin d'être des athlètes de haut niveau, mais il faut qu'on puisse faire une manœuvre sans se poser la question je suis fatigué. Donc là, non, voilà, on abat, on roule, et puis on déroule, quoi. Enfin, c'est des bateaux qui sont faciles. Donc voilà, il faut être quand même en forme pour faire ça, sans se poser la question. Et puis il y a la préparation mentale où il faut être la charge mentale pour traverser l'Atlantique, elle est importante sur ces bateaux-là. Et donc il faut la travailler, quoi. Ça s'organise, et puis ça s'organise pas 3 jours avant, quoi. Et le petit camembert de la performance pour être à 100%, chez toi, tu la connais? Tu sais affecter les pourcentages à chacun de ces 6 compartiments de jeu? Non, parce que en fait, ça varie. Ça varie en fait. Ça varie beaucoup, je trouve. Et finalement, tu sais que à la fin, quoi. Tu sais pas, c'est pas forcément un truc que tu vas décider. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vas travailler ces 6 points-là et pour rien laisser au hasard. Et voilà. C'est peut-être celui qui a le moins, c'est peut-être la nutrition, parce que je me base sur des connaissances qui sont déjà acquises depuis longtemps. Et que j'applique depuis Delus, grâce à Martine, ma naturopathe avec qui on a bossé il y a déjà quelques années. Et donc voilà, j'essaye de vivre sur peut-être des acquis, mais globalement, chaque item est abordé, ça c'est sûr. J'en laisse pas un traîner, quoi. Et sur cette partie préparation mentale, sur ces 3-4 derniers jours, t'es accompagné par des gens spécifiquement? Ouais. Il y a Gilles Monnier qui m'accompagne sur ce sujet. Alors ça, c'est un préparateur mental presque historique, j'allais dire, dans la voile. Hein. Il intervient depuis très très longtemps auprès de beaucoup de marins. C'est clair. Et écoute, là, on se voit jeudi. C'est un travail au quotidien, quoi. Je pense que tu peux pas inventer ça. Tu vois, finalement, la route du Rhum, elle se prépare depuis janvier, quoi. Donc, que ça soit en préparation physique, en préparation technique, préparation mentale. Et donc, au fur et à mesure de l'année, tu montes en charge physique. En tous les cas, nous, on a commencé en janvier, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc là, on a fait des tests on a mis en place des petits trucs de routine avec Gilles pour que ça se passe bien, pour voir un petit peu comment. Essayer de trouver un peu les clés de la récupération, essayer de trouver
les moments en fait où tu vas passer, essayer de trouver les clés qui te permettent d'aller te reposer au bon moment. Voilà. Et pas te laisser emporter par un truc et du coup tu vas prendre du retard dans la récupération et tu vas passer les steps qu'il faut pas, où faut pas aller, les hallucinations auditives et tout ce genre de... Et là, tu es déjà un peu dans le rouge, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est un travail, vraiment, on travaille sur des détails. Hein. Ouais. Ouais, là, tu vois, t'imagines... on travaille sur les détails, quoi. Voilà, l'idée, c'est de pas aller vers les hallucinations auditives, c'est le warning. L'hallucination auditive, c'est la lumière rouge. Ouais, mais bon, quand t'as pas l'expérience, tu vas dans les hallucinations auditives et tu laisses passer le truc. Oh putain, c'est cool, j'ai France Inter dans les oreilles, quoi. Tu les reconnais? Ouais. Toi, t'as toujours les mêmes? Moi, ouais, alors j'ai pas toujours les mêmes, mais ça dépend de ce que ça. En fait, en général, c'est les bruits que tu as la dernière semaine avant le départ. C'est assez proche, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu enregistres dans la dernière semaine certains bruits et que tu les retrouves en mer. Ouais. Et là, ça te dit, toi, tu sais, attention, t'approches la zone rouge. Ouais. Là, en fait, une fois que tu as ça, une fois que tu commences à être dans les hallucinations auditives, globalement, dans les 6 heures, il faut que j'aille dormir, quoi. D'accord. Il faut que je me cale 1 heure de récup parce que là, autrement, ça peut mal se passer, ouais. Mais du coup, c'est assez incroyable parce que du coup, tu vas quand même suffisamment loin pour avoir des hallucinations, tout en gardant une forme de lucidité qui te dit attention, j'ai une hallucination, donc il faut que j'aille dormir. Et ça, c'est l'expérience. Hein. Ouais. Ça, tu peux pas. Et c'est pour ça aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'est une vérité, mais je pense que c'est une des raisons clés pourquoi aujourd'hui les marins, c'est un peu comme le bon vin, tu vois. Comment plus vieillissent, meilleurs ils sont. Je pense que on se nourrit des expériences qu'on a eues et toutes les expériences nous forgent en fait et en fait c'est ces expériences là qui nous amènent à réaliser une perf et bon, il y a des anomalies, hein, François Gabard, voilà, Franck Canas à ses débuts ou Francis Joyon, voilà, donc il y a des anomalies, mais ça comme dans tout sport, mais globalement je pense que les marins arrivent à voilà, quand on a vécu un certain nombre d'expériences, et ben on arrive à un état de l'art qui fait que on est un peu voilà, on arrive à mieux organiser les choses et voilà, tu vois, en 2010, départ de la route du Rhum 2010, je passe Fréhel et je m'écroule. Mais je suis lessivé, vidé, quoi. Première route du Rhum. Et en fait, et puis au bout le lendemain matin, le lundi matin, là, je suis bon dernier, quoi. On avait été 12 au départ, j'étais 12e. Voilà. Mais impossible de... Et ça, en fait, c'est une mauvaise gestion... des 3 jours avant, en fait, me suis épuisé et je suis parti avec pas la cuve pleine, mais je suis déjà le fond parti, de cuve. Je suis parti déjà avec, j'avais déjà, je suis parti, il me manquait ma demi-cuve de sommeil, quoi. Donc là, en fait, il y a l'émotion, tout ça, lessivé, quoi. Ouais, on rappellera jamais à quel point justement ça reste une discipline à accumulation d'expérience et c'est ce qui fait que les marins atteignent souvent leur plus haut niveau entre 35 et 55 ans, quoi. C'est l'une des rares disciplines sportives où c'est le cas, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est intéressant, hein, parce que du coup on arrive à durer dans le temps, quoi. Ouais. Toute dernière question sur la route du Rhum et puis après on va faire notre flashback habituel. Tu as gagné la route du Rhum, alors 2010 tu viens de nous raconter très rapidement, on va revenir dessus. En 2014 tu as gagné la route du Rhum. Si tu dois te projeter et comparer pour voir si c'est les mêmes trajectoires, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui change entre ces deux avant routes du Rhum? Est-ce que tu sens que tu es sur des trajectoires similaires? Est-ce que tu sens que cette année tu es dans des conditions très différentes? Si tu dois faire un petit parallèle avec ta victoire en 2014. Ouais, enfin en tous les cas je me suis servi. On parle 8 ans d'écart, quoi. Ouais, je pense qu'en 2010 en 2014 je me suis servi de 2010 pour changer mes habitudes, mettre en place des petits moments de repos. J'ai vraiment respecté parce que tu peux mettre en place des choses, mais tu peux te laisser emporter par l'aspect de l'événement, quoi. Tu peux très bien dire dans ton calendrier, tu dis voilà, moi je suis entre
14h et 15h, je suis off, je suis pas joignable, quoi. En tous les cas, dans mon agenda, moi, c'est ça, c'est 13h30, 15h30, je suis pas joignable. Et si tu respectes pas ça, c'est là où, en fait, donc tu le mets dans ton agenda, mais si tu le respectes pas, ça, c'est mort, quoi. Donc, en fait, j'ai commencé à me forcer à respecter ce que j'avais mis, quoi. Et en fait, c'est ça qui change. Et c'est ce qui te permet de partir dans de meilleures conditions, quoi. Et 2018, pareil, hein, 2018, je suis parti bien, j'étais tout de suite j'étais bien, hein, après la route du Rhum 2018 a été particulière, mais au final... On reviendra dessus, hein, mais il y a eu du très très mauvais temps. Hein. Ouais, on a eu du très mauvais temps, mais... Et ouais. Et en tous les cas, j'ai utilisé les mêmes routines 2018, 2014, 2016, tout ça. J'ai vraiment utilisé les mêmes routines. Et je pense que pour moi, ça marche, quoi. Ouais. Voilà, parce que j'arrive en plus, j'ai l'expérience de tout ça. Donc, effectivement, moi, je sais que je me connais, donc je sais que voilà, ça fonctionne. Après, bon, j'essaye d'adapter, j'essaye de toujours mieux faire, hein, mais c'est sur des détails, quoi. Les détails. On va y revenir. Alors Erwan, on va faire le flashback habituel d'Into the Wind. On va repartir 48 années en arrière. Ouais. Et pas très loin d'ici, hein, parce que t'es né à Auray, donc t'es vraiment un gars du pays. Et donc quand j'ai fait ma petite fiche traditionnelle hier soir, d'abord j'ai découvert plein de choses, je connaissais pas toute ton histoire, même si ça fait longtemps qu'on se connaît, je connaissais pas toute ton histoire. Et c'était pas du tout écrit que tu deviennes marin, mais vraiment pas du tout. Non. Et surtout, alors ça va faire plaisir à plein de gens, hein, mais on peut découvrir la voile très tard. Mais tard, quand on dit tard, c'est très tard, c'est à 19 ans, quoi. Et faire la carrière que tu fais. Alors raconte-nous comment le petit Leroux d'Auray, pas du tout destiné à la voile, bifurque et embarque dans ce secteur, alors qui est pas loin, hein, Auray la Trinité. Et puis c'est même pire que ça, en fait. Moi, j'ai vécu à Plémel. Ah oui, t'es du village, quoi. Ouais, je suis du village. Hein, je suis un gars du village, comme on dit, mais j'ai joué au foot ici à Plémel, j'ai joué au foot à Auray. Enfin, oui. Et en fait, moi, j'étais un habitué des balades dominicales sur le Môle Kardec, quoi. D'accord. Tu vois. Mais donc, de loin, quoi. Bah ouais. Alors, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est voir les bateaux sortir du chenal. C'est un truc, c'est un truc qui m'avait toujours fasciné. C'est ce qui m'a attiré, en fait. C'est le premier déclic, il est là. Et je me dis putain, c'est quand même. Les mecs, ils partent en bateau, ils vont faire... Il y avait un truc une sensation de liberté. Alors bon, les bateaux de course qui étaient amarrés au Môle Kardec, à l'époque, ils étaient directement amarrés sur des bouées. Le Môle Kardec, hein, c'est le môle à la Trinité, pour ceux qui ne connaissent pas, où sont amarrés aujourd'hui les grands trimarans, ton bateau, etc. Et donc, bon, ça a forgé un peu mon imaginaire, mais ouais, le déclic, c'est ça, c'est les bateaux qui sortaient du chenal et qui rentraient. Je me suis dit putain, mais il y avait un truc, c'était la liberté, quoi. Et ce déclic-là, c'est quand ? Très jeune, en fait, hein, parce que je me dis la mer, c'est top, quoi. Et comment je fais pour y aller, quoi. Donc j'ai eu une première expérience avec mon parrain qui était sous-marinier à Brest. Et qui avait un petit bateau, et on avait fait un convoyage, c'était la Trinité Brest. Alors j'ai 2 souvenirs, malade comme un chien entre les Birvido et Groix, et la nuit dans baie d'Audierne avec les dauphins. Voilà. Et puis l'arrivée à Brest où il pleuvait, et on avait sorti le bateau de l'eau, et donc ça, j'avais 14 ans, 13 ans peut-être. Donc ça, c'est ma première expérience vraiment voile, c'était avec mon parrain. Et puis après, j'ai eu encore avec mon oncle une seconde expérience où il faisait un temps de chien. Et je me demande si on était pas très loin d'un départ de la route du Rhum. Je me demande si c'était pas 90 ou 80, ouais, un truc comme ça. Et là, c'est à Saint-Malo, dans la Rance. Juste un truc démoniaque, dantesque.
C'était dantesque, mais j'avais ce doux, ça a forgé en fait ces expériences-là. Ils ont vraiment forgé en me disant bon là, il va falloir quand même que à un moment donné que j'aille apprendre à faire du bateau, quoi. Mais du coup, c'est loin parce qu'il n'y a pas de stage d'opti l'été, il n'y a pas de tout ça, quoi. Hein. Non, il n'y a pas de tout ça. Des parents pas du tout voileux. Ah bah non, puis moi je bosse depuis l'âge de 13 ans, tu vois, dans la boîte de mon père, je nettoyais je nettoyais l'atelier, on triait la ferraille, le laiton, enfin voilà, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faisait comme métier ton père? Il était chaudronnier. Et donc il tenait une métallier, chaudronnier, ferronnier, et on était sur la route de Lorient là à Auray. Et moi je nettoyais, l'été, mon premier métier c'était le nettoyage de l'atelier, et donc on triait le laiton, l'alu, l'inox et l'acier, et puis on allait chez Soyer, on allait revendre ça et c'était notre salaire. Voilà. Donc loin de la mer. Bah très loin de la mer. Des stages de voile l'été, quoi. C'est ça. Et donc voilà, après ma dernière année de bac, donc après moi je fais mes études de chaudronnier. Enfin bon, alors il y a quand même un truc qui est quand même, il y a quand même une première expérience où je suis en cinquième. Je suis dans le nouveau lycée qui s'est ouvert à Plunerette à l'époque. Et là en fait moi l'école ça me gonfle, hein. Enfin moi je peux plus rester à l'école. Et là j'entends parler d'une formation, c'était à Etel. Il y a une nouvelle formation qui est en train de voir le jour, c'est préparation des bateaux de plaisance au lycée maritime à Etel. Oh là, je dis voilà, c'est pour moi ça. Donc je fais toutes les démarches sans en parler à mes parents. Et sauf qu'à un moment donné, bah, il faut la signature. Faut la signature. Et donc, y a le directeur du collège, il convoque mes parents à un moment donné parce que là, il faut qu'ils soient. Enfin, j'ai caché le truc jusqu'au bout, mais il y a un moment donné, bah, je me fais gauler, quoi. Et là, bah, ils apprennent dans le bureau du Dirlo que bah, moi, j'ai fait toutes les démarches pour aller faire bateau de plaisance, pour aller passer mon CAP de bateau de plaisance à Etel, quoi. Bon bah là je me fais tuer, hein. Et donc ils refusent et ils me font passer en quatrième. Voilà, enfin bon bref. Bon je regrette pas, hein, mais quatrième et troisième. Parce que du coup c'était une attraction si forte que tu étais capable de mettre en œuvre ce genre de processus alors que tu pratiquais très très peu, quoi. C'est ça qui est fascinant. C'est vraiment l'ordre du rêve. Ouais. Les bateaux me fascinaient, quoi. Ouais. Donc en fait, il fallait que j'aille, il fallait que je travaille pour essayer de faire du bateau, quoi. Voilà. Je voulais être dans les bateaux et la mer. Et donc là, ils refusent. Donc là, bah, quatrième et troisième. Et puis après, il n'y avait pas encore de BEP et de bac pro. Il y avait qu'un CAP bateau de plaisance. Et donc bah je dis ouais bon bah ok. Avec un peu de maturité, je me suis dit, bon, allez hop, chaudronnier, ça sera très bien. Comme papa. Et du coup, j'ai été faire mes études à Vannes, au lycée Jean Guénaud. Et dans ma dernière année de bac, moi, j'avais déjà connu un mec qui était dans la promotion d'avant, qui était un peu plus vieux que nous, Gaël, qui faisait beaucoup de bateaux et qui faisait beaucoup de régates. Et donc on discutait pas mal et tout, et puis à un moment donné, donc l'année du bac, notre prof de méca, il me dit bon, on va faire il y a un projet qui s'appelle une école un bateau, voilà, est-ce que vous voulez faire et tout. Et puis je me suis engagé là-dedans à monter le projet, chercher des financements. Il y avait tout un processus à l'école pour pouvoir chercher il faut présenter un projet et puis ils te financent des entraînements, enfin ils finançaient un peu en partie le projet. C'est une sorte de trophée des lycées. Ouais, c'était une école à bateau, ça se passait à Port-Aliguen. Voilà, cette année-là, c'était à Port-Aliguen. Et donc c'était avec le bateau du prof de méca, hein. C'était avec un sangria et un samouraï. Le mec était adepte, son bateau était aux Amis de Conlo,
Et moi, je le vois encore, Roger Le Garec. Et donc, du coup, on se dit, il va falloir s'entraîner pour ça. Et donc, du coup, il faut trouver des financements. Bon, bref, hop. Et donc, je monte le projet avec 2-3 potes et puis qui étaient intéressés. Et donc, du coup, le projet est retenu par l'école. Et on trouve le centre nautique des Glénans pour nous entraîner le mercredi après-midi à Vannes. Et donc, le premier mec qui me fait tourner autour des bouées, c'est Mathieu Tatibouette. Tu vois, tu te rappelles de Mathieu? Ouais, je vois qui c'est. Et donc, qui est toujours d'ailleurs toujours ami avec moi. Mais là, du coup, en fait, tu passes de je veux faire du bateau, mais c'est loin, je pratique pas, à je monte un projet, quoi. Il y a pas de transition, quoi. Ouais, alors c'était l'occasion de monter un projet. Ouais, carrément, et bon, voilà. Mais t'as navigué 4 fois dans ta vie, quoi. Ouais, mais bon, là, on va s'entraîner, et puis là, on va faire du bateau. Bon, ça va être cool. Après, c'était vraiment l'occasion, quoi. Ouais. Et en fait, on découvre une école. L'école de voile des Glénans. Alors, c'est celle qui est dans le golfe du Morbihan, du coup. Hein. Ouais. Il faut raconter que les Glénans ne sont pas qu'aux Glénans, ils ont des bases partout. Ouais, et notamment. Et je découvre une île, l'île d'Ar. Voilà. Et parce qu'on va le mercredi, on prenait le bateau pour mercredi après-midi. On allait à l'île d'Ar. La première fois où on faisait aussi sur des cavales et sur des 5-7. Et donc le mercredi après-midi, on faisait du bateau. C'était trop bien. Aux Glénans, à l'île d'Ar. Dans la baie de Kérolan. Voilà, c'est une petite île du golfe du Morbihan pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça. Et donc là, je découvre une école qui a des objecteurs de conscience, qui a des bénévoles. Tu vois, je découvre un petit peu. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et là, je me dis, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Tu vois, peut-être pousser. Alors, on fait cette régate, une école, un bateau. Je me suis dit, il n'y a pas de résultat à avoir, mais en tous les cas, c'était super sympa. On a passé un très bon moment pendant tout un week-end à Port-Aliguen. Et par contre, je me dis, c'était en juillet, là. En fait, l'école, enfin les Glénans nous disent, on était un autre pote qui était un peu motivé aussi, Jérôme Géga. Il était motivé aussi à essayer d'apprendre un peu à faire du bateau. Et donc, on leur a proposé nos services en juillet. On leur dit, nous, on est dispo, voilà. Donc, eux, ils cherchaient des matérialistes pour réparer les bateaux. Peut-être qu'il faut expliquer comment fonctionnent les Glénans. Il y a effectivement beaucoup de bénévoles. T'es nourri, logé, blanchi. Et en échange, en fait, ils te font une semaine de stage gratuite, quoi. Et donc là, du coup, on avait réussi à négocier. D'habitude, c'était 5 semaines. Et là, on avait réussi à négocier 3 semaines et 1 semaine. Donc, en fait, 4 semaines de vacances à l'île d'Ar, dont 1 semaine de stage. Et 3 semaines de bénévolat pour retaper les bateaux. Voilà. Ouais, mon chef, c'était Stéphane Kessler qui bossait avec moi sur le bateau, là. Et donc, on réparait quand les stagiaires revenaient de leur journée de navigation, on réparait les bateaux. Et là c'est pareil, hein. Là on est en 1994-95. Ouais, 1994. C'est donc là t'as 20 ans, c'est là où tu rentres dans le. C'est là où je commence à faire du bateau. Ouais, c'est ça. Ouais. À 20 ans. À 20 ans. Et donc à partir de là, je me dis à l'époque le service militaire est obligatoire. Tout à fait. C'était la fin, mais c'était encore obligatoire. Et là, en fait, en côtoyant en fait le centre nautique des Glénans, je m'aperçois qu'on peut faire notre service civil au centre. Et là, je me dis, là, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Si tu veux apprendre à faire du bateau, c'est peut-être le moment. Et je fais toutes les démarches. Donc, je vais faire mes 3 jours à Rennes. Les 3 jours, moi aussi j'ai fait mon service. Il faut expliquer aux petits jeunes. Les 3 jours, en fait, c'est avant d'aller faire ton service. C'est comme la journée citoyenne. Exactement. Sauf que c'était 3 jours. Ouais, mais moins que ça, je crois. C'était une journée. Ouais, je crois que c'est les 3 jours, mais ça dure un peu. Et puis, c'est un peu plus militaire quand même. Ouais, c'est ça. Un peu plus citoyen, un peu moins militaire. Ouais. Et donc là, alors on savait pas s'il fallait se faire réformer ou. Enfin bon, bref. Je me suis dit, de manière, c'est soit je vais dans la marine, soit je fais objecteur de conscience, quoi. En gros, c'était ça. Et donc, j'ai fait toutes les démarches pour faire objecteur, moi, un service civil au centre nautique des Glénans. Et du coup, j'ai commencé. Alors, je devais être incorporé en mars, et j'ai dû commencer en novembre 2014, tu vois. 94. Ouais, 94.
ça a permis en fait de travailler en tant que bénévole et surtout d'accumuler des semaines de formation. Et du coup, ça me permettait d'aller un peu plus vite dans la formation, parce que les 20 mois de service civil, il suffisaient pas à me former complètement au métier de marin et en tant que moniteur. Donc voilà. Et puis bah là, c'est parti quoi. Hein. Et ils disent quoi tes parents? Alors là, quand j'ai annoncé. Bon, mon père m'avait laissé partir en juillet pour aller après le bac là. Bon, c'était une sorte de petite récompense. J'avais eu tous mes diplômes, donc tout allait bien. Et en juillet, en août, je retourne bosser dans l'entreprise familiale. Et bon, fallait que j'annonce à mon père que j'allais faire objecteur pendant 20 mois. Bon, ça a pas été simple de lui annoncer, et puis derrière de lui enfin ça a pas été. Bon, il l'a pris, tu sais quoi ça, enfin bon voilà. Hein, Est-ce que t'étais plus ou moins programmé pour reprendre ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que j'allais bosser dans l'entreprise familiale, c'est sûr. Et j'ai bossé en septembre, octobre, novembre. Hein, c'est jusqu'en novembre, jusqu'à mes débuts au centre nautique des Glénans, j'ai bossé dans l'entreprise familiale. Ouais. Et j'étais effectivement dédié à reprendre l'entreprise. Mais bon là, ouais, je pense qu'il a pas compris. Avec le temps, bah c'est sûr qu'il a compris, mais et puis moi c'était quand j'ai commencé ça, pour moi j'allais pas rester quoi. Enfin, moi je faisais 20 mois et puis après je retournais bosser quoi. Enfin bon, là c'était du boulot hein. J'ai fait quand même 140 semaines, 40 semaines d'encadrement. Je me souviens, ça devait être en 95 ou 96. Je fais tous les week-ends. Je fais quasiment tous les 40 week-ends d'encadrement sur l'année. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. Et j'habitais Vannes, enfin voilà, c'était top. Ouais. Et c'est quelque chose que nous on a vu, nous qui écoutons ou qui enregistrons ce podcast avons vu, c'est que c'est une vraie filière en fait de formation à la compétition, parce que vous êtes nombreux, c'est pas très connu, mais vous êtes nombreux à être passés par les Glénans pour aller faire du bateau de course derrière. Il y a Lipinski qui l'a fait, il y a Armel Tripon qui l'a fait. Ouais. Peut-être que tu le croises à ce moment-là d'ailleurs. Ouais, Armel, c'est là où on se connaît. Alors et il y en a d'autres quoi. Hein. Ouais, je crois que Kamas aussi, il est passé par les Glénans. Il a fait un petit bout de temps, Vincent Rioux. Vincent Rioux, ouais, alors ils étaient. Mais ouais, avec Armel, on passe notre A3C2, c'était notre A2C, c'était le premier niveau de monitorat, on le passe ensemble à Paimpol. Et il y a Fred Béra qui est votre capitaine de François. Ouais, et donc que je connais, qu'on connaît à Paimpol. Et c'est top. En plus, on passe j'ai passé mes diplômes moi dans les différents centres, donc j'ai fait un peu tous les centres. J'ai fait Bonifacio, Marseillan, Concarneau et Paimpol, donc c'était vraiment top quoi. Et Baltimore aussi, j'avais été à Baltimore. En Irlande. Ouais, en Irlande. Donc c'est top parce que là tu touches en fait du doigt ce que tu as toujours rêvé, c'est-à-dire cet espace de liberté qui était donné, et puis un monde, pouvoir partir en mer, revenir quoi. Et ça, c'est typiquement tu touches quand même du doigt ce qui t'a toujours passionné et fait rêver. C'est partir en mer et revenir quoi. Et à partir de quel moment tu comprends que ça va pas être juste 20 mois, mais que c'est ta vie? Alors, pas tout de suite encore, hein, parce que au bout des 20 mois, le centre, le chef de base me propose un contrat de qualif pour passer le brevet d'État. Et donc là, c'est le moment aussi où je commence à découvrir la régate. Et donc là, je fais un week-end, je fais le week-end en entraînement à la Trinité. Et ça y est, là, tu passes de l'autre côté du moule. Ouais, et puis l'autre week-end, on est au Croisty, pareil, parce qu'il y avait aussi un gros vivier de régates au Croisty. Et donc, en fait, tous les week-ends, je naviguais en régate dans le coin. Et on faisait des fêtes abominables aussi tous les week-ends. Un coup à la Trinité et un coup au Croisty.
Et moi, j'habitais Vannes, donc c'était Parfait. top, quoi. Ouais. Et c'est là où je découvre la régate. Et c'est là où je me dis, bah ouais, tiens, contrat de qualif, brevet d'état, ça peut être intéressant. Et donc, je continue l'aventure au Glénan. Après mes deux premières années. Donc le BE, le brevet d'état, c'est le premier niveau de diplôme pour devenir formateur plus tard, quoi. Hein. C'est ça. Bon, alors moi, le truc, c'est que quand je passais mon contrat de qualif, il y avait un tronc commun à passer. Et le tronc commun, c'est l'enfer. Il y avait de la physio, de la bio, et c'était commun à tous les BE. Et c'était parce qu'il y a des brevets d'état dans toutes les disciplines. Hein. C'est ça. Le deltaplane, exactement. Le vélo. Exactement. Et donc, il y avait le tronc commun à passer, quoi. Mais le tronc commun, c'est un niveau, on va dire, niveau général assez élevé quand même. Enfin, tu vois, un peu scientifique quand même. Et alors là, moi, je suis perdu, mon pauvre ami. C'est la cata. J'ai dû le passer, je pense, 4 fois ou 5 fois, je sais plus. Le tronc commun. Ouais, échoué à chaque fois. Ben là, il faut faire des rédactions. Enfin, tu vois, il faut. Puis moi, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Moi, je suis un manuel. Moi, je suis un technicien. Moi, je sais lire des plans. Je sais dessiner, faire des croquis. Mais raconter, faire introduction, argumentaire et conclusion, si tu veux, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Donc, le tronc commun, je le passe 2 fois, 3 fois en candidat libre. Et puis, à chaque fois, j'échoue. Donc là, ils disent, bah ouais, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, si j'ai pas mon tronc commun, je peux pas faire le brevet d'état, quoi. Et donc là, donc je passe le tronc commun la première année de mon contrat de qualif. Je passe le tronc commun en continu à l'ENV. C'est ma première rencontre avec l'école nationale de voile et des sports nautiques à Quiberon. Qui est à Quiberon. Et là, bah là, j'échoue. 9,70. Il fallait avoir 10. Et là, j'échoue aussi, quoi. Là, je suis dans la misère. Donc là, il y a problématique parce que derrière, je rentre en brevet d'état, pareil, en continu. Et donc là, je suis convoqué par un jury. Il y avait Christophe Gaumont, il y avait tout un tas d'officiels devant moi là, et là ils me disent, bon ben Erwan, on a un problème. Là, tu remplis pas le quota. Comment on fait, quoi? Bon, j'avais déjà un petit peu une grande gueule à l'époque, et là j'ai quand même mis un peu les couilles sur le billot. Je leur ai dit, bah moi, je vous promets un truc, c'est que si vous me prenez, vous pouvez être sûr que je terminerai premier de la promo. Bon, j'ai rempli le contrat quand même, donc ils m'ont pris et j'ai rempli le contrat. T'as fini premier de la promo. Ouais. J'avais fait une super année et on avait fait un super groupe en brevet d'état, c'était top. Vraiment. Ils n'ont pas été déçus. Et on garde de ça d'ailleurs avec Christophe, qu'on revoit sur les courses, les différentes courses. Qui est régulièrement président de comité de course. Ouais. On garde un puis je revois, enfin je vais souvent à l'école et Michel Parat, qui est parti en retraite, Michel Basile, tous ces profs là qui ont œuvré à mon brevet d'état, et on en garde un bon souvenir de cette époque là. Ouais. Et la première la notation qu'on fait c'était juste après, une semaine après, on fait du classe 8 en équipage ou en double, Fabrice Levet et Thierry Poiret qui nous encadraient, et là en fait il y a un bâbord tribord, et en fait on n'arrive pas à battre, quoi, et donc les bateaux se percutent, et là il y a un trou dans la suite, mais c'est monstrueux. Oh là là, mais là, cette semaine-là, on les avait. Donc là aussi, avec Thierry, on en a reparlé et on a bien rigolé. C'est deux grands enseignants qui ont formé beaucoup de gens, et c'était aussi deux marins qui ont fait plusieurs Coupes de l'Amérique et qui sont et qui maintenant, Thierry est umpire, chef umpire sur le Pro Sailing Tour. Donc, exactement. Donc voilà, et c'est là où j'ai percuté que la régate, ça allait être un truc où j'avais envie de persévérer. Et que j'étais pas mauvais. Je me suis rendu compte que j'avais quelques appétences
Je comprenais assez vite. La navigation, ça, je percutais bien. Et voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, après, une fois que j'ai eu mon brevet d'état, et ben la première chose donc ça, c'était en 98. Et j'arrête les Glénans. Je pars des Glénans et puis là je fais un peu de préparation à droite à gauche, Figaro 1, et puis les mecs me prêtent leur bateau. Voilà, on navigue pas mal. Parce qu'est-ce qu'il faut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent et qui sont pas familiers de l'écosystème trinitain quiberonais, c'est que même si tu arrives tard dans ce secteur, c'est un petit monde et qu'en ayant fait ENV, Glénan, Golfe du Morbihan, la Trinité, etc., très vite t'es au cœur du bouillon, quoi. Ah bah c'est sûr que à l'époque ça marchait beaucoup. C'était t'arrivais sur les pontons, tu demandais un embarquement, bah tu t'embarquais sur un bateau. Et effectivement ça restait un petit monde, tu vois. Moi j'ai fait pas mal de classe 8, pas mal de J24. Je me souviens d'un Européen J24 où Jean-Pierre Dick avait gagné au Croisty. Voilà, moi je naviguais avec Peigné Aubert sur Julia, avec Mathieu, et enfin c'est sûr que tous ces petits mondes, c'était il y avait un classe 8 qui s'appelait Ojiji avec Erwan Lebec, Boris, François, enfin tout voilà, donc tous ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont forgé un peu notre quotidien, et puis ça a forgé un peu mes désirs de régatier. Et c'est ce qui explique que ça embraye très très vite, quoi. C'est qu'on je parlais de bouillon, mais c'est un bouillon de culture qui est déjà effervescent, quoi. Et puis il y avait les premiers bocs et les premiers objecteurs qu'on a connus au Glénan, Ludo Aglaor, qui était Nicolas Grolot. Et quand je sors des Glénans, et ben il y a Ludo qui est en train de fabriquer un mini à la Trinité. Il y a Nico qui est en train de fabriquer des bateaux juste révolutionnaires. Ça s'appelle les Open 750. Et donc Nicolas Grolot aujourd'hui c'est le patron du chantier JPS. Enfin, c'était déjà JPS d'ailleurs. C'était déjà JPS déjà à l'époque. Ils construit des classes 40 très renommées. Et du coup j'embraye avec eux. Ils ont besoin de monde pour monter la caille. Donc moi je suis dans le bénévolat. Hein. On est dans le coup de main. Il n'y a pas cette il n'y a pas encore cette culture où chaque chose se paye. Enfin, tu vois, on est encore dans le truc où on donne un coup de main au mec et puis on navigue en échange, tu vois. C'est du troc en fait à cette époque-là. Et donc quand Nico sort ses Open 750, bah moi avec Mathieu on monte la Castillage. En plus j'étais petit, donc je rentrais bien dans les bateaux pour aller serrer les boulons. Et petite cabine à l'avant, c'est pour ça. Hein. Il fallait aller sous le pont après derrière. Ouais. Hein. Donc voilà, écoute, c'était c'est tout cet écosystème, comme tu disais, ce bouillon qui fait qu'effectivement on arrive vite à trouver trois breloques à faire et puis 3 sous pour nous aider à vivre. Et tu te projettes, tu as des envies de Mini Transat, de Solitaire du Figaro, de Vendée Globe, ou c'est déjà encore un peu loin? Non, alors j'ai envie de monter un projet Figaro, mais alors il se passe déjà un truc. Moi, j'ai plutôt les envies de voyage. Et il y a un truc déjà qui se passe, c'est avec Armel Tripon. Il y a un premier événement. On est embauché par un propriétaire de bateau sur un Swan, magnifique Swan Regatta, avec 3 mètres de tirant d'eau, bête de près. Et on devait faire Antibes, San Francisco. Ouais. Et donc, moi, je largue appart, nana à l'époque aussi, parce que j'avais une nana à l'époque. Et en fait, je quitte tout et on va vivre sur le bateau, quoi. Et Armel, pareil, Armel est là et on est 2 skippers. Et donc, tous les deux, avec Armel, on est les 2 skippers du bateau, quoi. Et donc on fait les essais et tout, on est prêt à partir. Et donc on commence en mai-juin et on fait juillet, août, on continue à bien préparer le bateau et tout, et on doit partir, on doit commencer notre périple à partir de septembre, tu vois. On fait d'abord Canaries et puis après on va au Brésil et Cap-Vert, Brésil, et puis et ça passait par l'ordre. Ah ouais, il fallait faire. Ouais. C'était génial. Enfin, c'était un truc. Les perspectives étaient incroyables. Les perspectives étaient juste dingues, quoi. Et en plus, comme il y avait des étapes, on revenait et puis on était tous les deux à part égale dans le truc, et on était au taquet avec Armel, quoi.
Et donc, on est à une semaine du départ. On est à Antibes, on est en septembre. Et là, on revient, je sais plus, on était revenu en Bretagne, on revient à Antibes. Et là, c'est le départ, quoi. Là, on part cette semaine, on partait cette semaine aux Canaries. Et le bateau se fait saisir. Fin de chantier. Retour au bercail. Ouais. Parce que le propriétaire t'avait pas payé ou je me souviens plus du truc. Donc tu repars avec tes sacs et tu rentres en Bretagne. Ouais, et Armel aussi. Armel rentre à Nantes. Et là, Armel, il a des idées de mini et tout ça. Donc là, il commence à travailler sur un projet mini. Et moi, le Figaro me tente bien. Et à l'époque, c'était la Solo, le Télégramme. Et du coup, je monte un projet pour me présenter sur la. Donc c'est une course de promotion. Hein, le vainqueur part avec un Figaro pour une saison. Pour une saison. Ouais. Et c'était financé par le Télégramme. Et je trouve un bateau. Alors, il fallait trouver un bateau où tu louais. À l'époque, c'était les bateaux de rivage. Exactement. Figaro bleu. Figaro bleu, ouais, c'était les bateaux c'était en Figaro 1. Et donc, je trouve un bateau qui avait jamais fait le Figaro, qui était en Angleterre, super bien et tout. Top. Et le bateau était pas mal. Allez vite. Parce qu'il y avait des différences quand même. Il y avait des différences de bateaux. Sur les Figaro 1, il y avait quand même pas mal de différences, d'écart de vitesse. Et voilà. Et puis, écoute, je dois faire cette épreuve-là. Et au bout de... Alors, je m'entraîne, je cherche des financements, tout ça. Et puis, on est 12 au départ. Il y a Armel, Lecléache, il y a Garec, Corentin Douguet. Il y a un Irlandais aussi, Toubois. Il y a Gilles Favenec. Ian Jameson. Ian Jameson, yes, c'est ça. Très sympa d'ailleurs, je me souviens, bon souvenir. Enfin bref, tu vois, il y a tout ce monde-là. Et au bout de 5 jours d'épreuve, l'épreuve durait, je sais plus, une semaine, 10 jours, 7 jours. Et à mi-épreuve, après la course au large, je suis en tête. Ouais. Et bon, après, j'ai des soucis de pilote et sur les parcours bananes, je me fais exploser. Et je termine 5e du truc, et c'est Gilles Favenec qui gagne. Et voilà. Et Armel fait 2, je crois. Donc, là, tu commences à être bien inséré, quoi. Ouais, parce que derrière, à l'époque, il y avait... du coup, tu vois, là, on rencontre... je me demande si... Là, non, ils étaient déjà en place. Nico Troussel, c'était lui qui avait, l'année d'avant, et donc, il y a eu Nico, et après, il y a eu Gilles. Favenec sur la Solo, sur le bateau Le Télégramme. Et du coup, en fait, effectivement, ces rencontres-là fait que je me souviens à faire un national en Figaro 1 avec il y a Armel, Jérém, Nico. Bayou, Troussel. Ouais, Nico Troussel. Donc les 3 de la baie de Morlaix. Ouais, sur le même bateau. Ouais. Et moi, je me retrouve avec eux à faire ça. Enfin, tu vois, tu ouvres les yeux et t'apprends, quoi. Ouais. Et puis, et puis tu te donnes à fond, quoi. Donc c'était et voilà. Et puis là, c'est vrai que t'es dans le milieu, tu rencontres et puis c'est là où ça devait être l'après, là, dans les années 2000, où je crée ma boîte et puis là où je fais de la préparation de bateau. Ouais, parce que du coup, t'as une double compétence. En fait, t'es un très bon technicien parce que t'as ta formation et ta culture. Ouais, et ça. Puis tu commences à pas mal naviguer, donc t'as vraiment la carte est intéressante pour tous les gens qui cherchent des techniciens qui savent de quoi on parle, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qu'il y a moins maintenant, quoi. Ouais. C'est vrai que ça manque un peu, mais oui, effectivement, j'ai cette double compétence. Et du coup, je me fais embarquer à droite, à gauche. Et puis, j'essaye de choisir. Alors, en plus, j'ai quand même une petite idée à la tête parce que sur toutes mes préparations de Figaro, j'essaye plutôt de choisir des amateurs, pas des pros, mais plutôt amateurs. Comme ça, ils me laissent leur bateau pour aller faire des épreuves. Et on en fait une épreuve en Figaro 1 qui s'appelle la route du Ponant. Perros-Guirec, ensuite il y avait un truc en solo, il y avait une nave de nuque Perros Saint-Gilles, et à Saint-Gilles il y a des parcours bananes.
Et c'était génial. Voilà, c'était l'éclat de complet. Et tu repousses toujours le moment où tu vas faire ton projet toi, ou tu prends ce qu'il y a, t'as pas de stratégie Si, j'essaye de commencer à monter mon projet, mais c'est dur, quoi. C'est déjà dur de s'entourer, trouver des partenaires. Enfin, voilà, c'est, tu vois, déjà quand j'avais fait la solo le Telegram, j'avais pas trouvé de partenaire, quoi. Donc c'est tout sur fonds propres. Donc il y a un moment donné, il faut bosser, quoi. Tu vois, c'est quand même un peu chaud déjà de trouver des partenaires, quoi. Donc c'est pour ça, travailler avec des amateurs, en fait, ils te laissaient le bateau pour faire des épreuves. Donc j'arrivais à combiner à la fois gagner de l'argent avec les dans la préparation, et puis les mecs me laissaient leur bateau pour naviguer, faire des épreuves. Donc c'était intéressant. Et là ça a aussi un fait marquant. Ça m'a mis un sacré coup aussi au moral. C'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On fait parcours banane. Donc premier jour de parcours banane, il y a 20 nœuds de vent. Et là, je me suis mis à la cape sur la ligne de départ, et j'étais en train de faire un truc à l'intérieur. Voilà, j'étais en train de ranger ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, il y a Seb Joss qui arrive en tribord et qui lui aussi est en train de matosser, je sais pas quoi, en train d'intérieur. Et donc en fait, il me voit pas. Et moi, j'arrive pas, je suis à la cape, quoi. Bon, on se met pas à la cape sur une ligne de départ, mais ouais, il rentre dans le bateau, mais mon pauvre ami, il fait un trou. Ça comme dans le bateau. Il vient d'écarter les bras, vous voyez pas, mais il vient d'écarter les bras sur toute la largeur. Là, c'est double hublot, double vitrage, double hublot dans la cuisine. Oh là, je suis dépité là. Là, je suis au fond du trou là. Là, je mets du temps à je mets du temps à m'en remettre de ça parce que je fais une erreur, hein. Et ouais, c'est un peu chaud, ouais. Après, j'hiberne un peu, je crois. Ah oui. Ouais. Et puis c'est là où je pense que y a Armel qui m'appelle et qui me dit là, j'ai trouvé un peu de rond là pour faire la mini, et puis je vais l'aider. Ouais. En Pogo 1. En Pogo 1. Sur le 180. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me souviens bien. Mais voilà, et puis c'est là où il y a les Open 750 aussi, où je navigue pas mal avec Nico. Et je fais une prise en main d'un bateau pour Marc Guillemot. Mm-hmm. Avec naviguer avec Yann Guichard, Yvon Daniel. Et puis et donc tous les trois sur le même bateau. Et là, je leur fais découvrir, ils louaient le bateau, je leur fais découvrir l'Open 750. Bon voilà, après c'est là où je rencontre Marco, et puis c'est là où il m'embarque après en tant que numéro 1. Alors voilà, faut que tu racontes un peu, parce que là du coup là ta carrière change, le technicien un peu freelance qui est demandé à droite à gauche et qui file des coups de main, tu changes un petit peu de... Ouais, là et on reste toujours trinitain, hein. Les bassins communiquent pas, l'Orient est pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Ouais, et c'est à la Trinité que ça se passe quand même encore, hein. On est ouais, et puis il y a quand même on navigue beaucoup, tous les week-ends on s'entraîne, on fait les entraînements d'hiver. Il y a les Open qui prennent un élan, ouais. Les Open 750 Nico essaye de vendre les bateaux, donc je vais leur donner un coup de main au chantier de temps en temps, monter l'accastillage des bateaux, livrer un bateau. On fait le bol d'or, on participe aussi au truc un peu, essayer de lancer un peu le truc. Et donc comme Nico a pas beaucoup de moyens, du coup en fait on lui file plutôt un coup de main, puis nous on peut naviguer, quoi. Faut expliquer, hein, c'est des bateaux avec des carènes très très plates, c'est un plan finot, ouais. Qui est très bien construit, très léger, très rigide, avec une quille relevable, avec une chèvre, un treuil, quoi, mais qu'il faut rajouter, qui est pas inclus dans le bateau, qui a un maël pivotant, tout est en carbone. Ouais. Voilà, et donc c'est des bateaux assez sophistiqués pour l'époque, aujourd'hui encore, hein. Et ouais. c'est le bateau au milieu dans les années 2000, c'est le bateau d'entraînement d'hiver des équipes Orma. Et donc il y a du beau linge, quoi. Il commence à y avoir du beau linge. Voilà. On est vraiment au tout début, et effectivement je crois que c'est Bank Pop sous l'impulsion de Daniel Souben, qui commence un peu à effectivement s'entraîner sur ces bateaux-là. Et on voit Franck Camas arriver, ouais, on voit c'est ça. Fred Lepetrec qui est là. Il y a aussi, ouais. Les bateaux sont vraiment exceptionnels, quoi. Et du coup, effectivement, il y a des Spi West là où il y a pas mal de monde.
Et notamment Pascal Billigori qui navigue sur le bateau et qui est avec Bampop et effectivement qui lance un peu cette mode où les Orma venaient un peu naviguer sur les Open. Les bateaux sont en chantier l'hiver, donc du coup les week-ends, un week-end sur 2 à la Trinité. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait le Speed West quand même, donc qui marquait un peu le début de la saison, et c'était quand même un bel événement. Donc ça l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, moi je pouvais pas faire le Speed West parce que j'étais en préparation de la Transat AG2R pour Minot et je sais plus qui. Minot, c'est Dominique Vitet. Ouais, Dominique Vitet. Je vous encourage vivement à écouter son podcast qui est vraiment assez incroyable. Et du coup, je pouvais pas faire le Speed West France et il y avait une prise en main à faire pour l'équipage de la Trinitaine. Et là, Nico me dit tiens, vas-y, file. Et du coup, je fais la prise en main pour Yann et Marco et Yvon Daniel. Et c'était top. Et donc, je vais naviguer une fois avec eux et un week-end avec eux. Et puis je découvre un personnage, Marc Guillemot, Yvon Daniel, que je croisais déjà par ailleurs beaucoup de fois à la Trinité, mais voilà, et Yann aussi que j'apprends à découvrir, Yann Guichard. Alors je vous encourage aussi à écouter le podcast de Yann Guichard et le podcast de Marc Guillemot, qui sont tous passés dans Into the Wind. Et c'est le début, en fait, quand je fais ça avec Marco, et l'année d'après, Marco me propose de venir faire numéro 1 sur la Trinitaine. Voilà. Et sacré promo. Ouais. C'est vrai que l'Open 750, c'était quand même un truc un peu dynamique. Fallait des bons. Moi, j'étais numéro 1 sur les bateaux. Et ouais, il fallait être un peu dynamique, fallait être explosif. Et je pense que le profil a dû bien plaire à Marco. Et voilà. Et après, du coup, j'avais cette double compétence qui était technicien et marin. Et donc, du coup, j'ai aussi bossé sur la préparation. Alors, tu rentres dans une équipe Orma à une époque. C'est la fin de l'époque florissante des Orma. Il n'y a pas encore eu la Route du Rhum 2002. C'est en 2002 que je file. Avant. Ouais, c'est en 2002 que je commence à bosser. Alors, il y a la Mini en 2001 quand même. Ouais. Avec Armel. Ça te marque un peu quand même. La Mini Ouais. Parce que là, je me dis, la Mini, j'ai arrêté le Figaro et là, je passe à la Mini. Ouais. Le Figaro, il faut de l'argent et tout. Et il faut de l'argent pour bien faire les choses. Donc je me dis, fais déjà ta Mini, ça sera bien. Et je me dis, le Mini, c'est pas mal. Donc du coup, j'ai dans la tête de plutôt la Mini. Et le fait de commencer à bosser dans une équipe Orma, ça amène aussi un peu de stabilité parce que je commence à faire la préparation du bateau. Et puis la Route du Rhum 2002, c'est le début. Là, on est dans l'équipe. Il y a Thierry Dupré, qui est le beau capitaine du bateau. Et en fait, on a dématé. Alors, il y avait la route des phares et on avait perdu un bout de mât avec Marco. Et cette année-là aussi, on navigue avec Armel Lecléache, qui était navigateur avec Marco. C'était. Je repense à la route des phares, tu vois, et du coup, ça me rappelle qu'on a bien navigué avec Armel. Et le petit bruit que vous entendez, c'est le chien l'un des deux chiens d'Erwan qui boit. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on a perdu un bout de mât qu'on a récupéré à la Corogne, je crois. Et du coup, on se retrouve et puis c'est l'année du Rhum, donc voilà, dans l'équipe, il y a Thierry Dupré du Vorsan, il y a Xavier Dago, il y a du beau monde. Et du coup, on prépare la Route du Rhum 2002 pour Marco jusqu'au départ à Saint-Malo. Et puis cette Route du Rhum, elle est épique. Hein. Elle est épique, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, cette Route du Rhum, elle est marquante. Moi, j'ai passé la Route du Rhum 2002 dans les transports. Ouais. Alors, je redonne quelques éléments de cadrage. On en a souvent parlé dans Into the Wind. Hein. C'est une Route du Rhum assez dévastatrice pour les Orma. Il y a 18 bateaux au départ. Ils seront que 3 à l'arrivée. Mais entre les deux, il se passe beaucoup de choses. Et notamment pour
pour l'équipe de Marguimo. Raconte un petit peu, parce que j'ai lu 2-3 fois, j'ai lu un petit peu tes aventures, mais effectivement, Ouais. tu fais de la route. Ouais, je fais de la route, ouais. En fait, le premier truc, c'est... donc, il y a Franck Camas qui chavire Devant Roscoff. devant Roscoff, ouais, quasiment. Juste avant, il y a Bonduel qui chavire. Il y a Bonduel qui évite Camas. Qui évite Camas de justesse. Non, Non il lui rentre dedans. Il lui rentre dedans. Non, il lui rentre dedans. Oui, c'est ça, il lui rentre dedans. Ouais. Et Jean Lecam lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il est à cheval. Camas est à cheval sur son bateau, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai chaviré. Donc ouais, ça commence vraiment très très mal. Et donc voilà, tout ça dans la... Enfin, ça, c'est le premier soir, hein, donc ça... je me souviens qu'on est au resto avec toute la famille Petit de la Trinitaine. Et là, on reçoit les messages. Camas a chaviré. Enfin, on n'y croit même pas en fait. Le premier message, ça restera marqué à jamais. Camas a chaviré et Bonduel a foncé dans Camas. Ah non, mais tu te dis, mais c'est pas possible quoi. C'est une blague. Et donc là, hop, on se met un peu en mode peut-être aller aider les copains. Faut chauffer la voiture. Faut peut-être un petit peu regarder un peu ce qui se passe. Et le lundi, on redescend avec toute l'équipe, avec Xavier, Thierry, on redescend à la Trinité. Puis c'était Yann qui routait Marco, Yann Guichard. Et du coup, on se met, on va au PC course, là où il faisait le routage, là. Et Marco, en fait, dans la nuit, a déchiré son J1. Et donc là, il faut qu'on trouve un J1, quoi, parce que le J1 est plus mais on n'en a pas. Et donc on cherche tout ça, et Jean-Baptiste Levaillant nous dit il y en a un qui peut aller, c'est celui de Groupama qui vient de chavirer et qui est à Roscoff. Donc là on appelle Guilbeault, Stéphane Guilbeault, c'est le team manager, hein, manager de Groupama. Il nous dit ok, voilà, et donc sur le bateau, le bateau a été remorqué à l'envers à Roscoff, et vous récupérez sur le bateau. Ah ouais. Donc là elle me dit il faut foncer chercher le J1 à Roscoff. Donc lundi matin, on redescendait de Saint-Malo. Et le bateau a été redressé quand tu arrives pour le récupérer? Non, il y a moi quand j'arrive, il y a la grue qui est en place et ils sont en train de le redresser. D'accord. Ouais. Mais les voiles, ils ont déjà tout rangé et tout. Ouais. Parce que j'arrive à Roscoff le lundi en fin de journée, quoi. La retourne est partie le dimanche, hein. Ouais. Donc là, je récupère la voile et puis je rentre. La voile est trempée. Et je rentre avec le chauffage à fond dans le camion pour essayer de la faire sécher, parce que il faut qu'on prenne l'avion pour aller livrer la voile. Enfin bref, c'est tout un donc je redescends, et puis on commence à préparer tout le matos qu'on devait livrer à Marco aux Açores, quoi. Parce que il commence à avoir des merdes, le J1 déchiré, il a plus d'aérien, il a cassé des lattes, je sais plus ce qu'il avait, mais enfin il avait commencé à y avoir plein de merde sur le bateau. Et puis tout ça, les enchaînements, Joyon avait chaviré, Fuji avait complètement détruit son bateau. Enfin c'était l'hécatombe. Il y avait pas 3 heures, on restait tranquille, quoi. Il y avait un nouveau truc qui se passait, quoi. Mich s'était arrêté à Port-Laf. Comment il s'appelle, De Broc s'était arrêté à la Bervrac. Il a dit moi j'arrête, c'est bon. Les Ormas, les courses en solo, c'est fini. C'était chaud quand même, hein. Et donc nous on est en train de préparer notre petit voyage aux Açores avec notre J1 de chez Groupama, nos petits aériens, et puis on descend avec donc Thierry, moi et puis un électronicien. On descend prendre l'avion à Bordeaux. Et puis à Bordeaux, on arrive à Bordeaux, donc on avait une correspondance Bordeaux-Lisbonne, et après Lisbonne pour aller aux Açores. Et on arrive à Bordeaux, puis en fait Air France nous dit non, on peut pas prendre la voile. Ah bon? Donc là on rappelle toute la logistique à la Trinité, on dit là comment on fait et tout. Et là avec Thierry on se regarde, et là Thierry dit écoute, ce qu'on va faire, c'est que on descend à Lisbonne. Donc là
On est descendu on fait Bordeaux-Lisbonne, on avait 12 heures pour faire Bordeaux-Lisbonne et pour être à 6 heures du mat pour le vol. Pour aller aux Açores. Ouais. On a réussi, hein. C'est relayé. Hein. On est passé par la Galice, mais il y avait des trombes d'eau parce que c'était tempête, hein. Ouais. Et les bateaux qui continuaient à chavirer. Et, c'était l'hécatombe. Et c'était dantesque, quoi. Et donc voilà, on a fait. Et on est arrivé à Lisbonne, on a embarqué et on est arrivé aux Açores. Et manque de peau quand on était dans l'avion. À l'arrivée aux Açores, en fait, on a un message qui dit que il faut trouver de la résine et du carbone parce que Marco il a pété son bras. donc en plus là on remet quelqu'un en route parce que on met Benoît Guilouette qu'on met dans les cartons pour qu'il vienne nous amener du carbone, de la résine. Puis nous, on n'est pas spécialiste du composite, donc il fallait un mec qui sache. Et puis on essaye de trouver ce qu'il faut aux Açores. Et là, on rencontre, par hasard, on tombe sur Marsaudon, père. Dominique Marsaudon, qui lui a amené de la résine. Il est en balade avec de la résine, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup. Donc à l'époque, il a un chantier, qui est Marsaudon Composite. Marsaudon Composite. Voilà. Et en fait, il se doutait que potentiellement ça aurait pu servir. Et donc, il avait amené ça avec lui. Ouais. Et donc, il a bien fait. Et donc, quand Marco arrive aux Açores, donc on va récupérer avec Titi, le bateau. On hallucine un peu, quoi. Il y a le bras qui monte de 30 cm, quoi. Il y a de la houle à l'entrée du port, enfin il y a du clapot, et le bras est désolidarisé. Ah oui, il est décollé, quoi. Il est décollé, quoi. Et les UD sont pétés, et tu peux passer ta main à chaque vague, tu vois, tu passes ta main dans le truc, quoi. Là, je me dis, mais pas repartir. Pas repartir, quoi. C'est mort, quoi. Enfin. Donc on rentre le bateau, tac, et puis là, il était routé par Sylvain Mandon. Mm-hmm. Et donc là, on commence à faire les réparations. Alors, à essayer de voir comment. Il y a Benoît qui arrive 24 heures après, avec du matos et tout. Bon, on commence à faire un peu ce qu'on voit comment on va réparer, tout ça. Et puis, il y a Sylvain et puis Marco, ils disent, on a 72 heures. Pour réparer, c'est pas très grave. On peut encore gagner, quoi. Donc, par contre, faut repartir. Alors, il n'y avait pas 72 heures, mais il y avait, je crois qu'il y avait moins que ça. Je sais plus exactement, mais enfin bref, il y avait possibilité c'était pas grave, quoi. Donc, il y avait encore moyen de faire podium. Voilà. Il y avait Steve qui était en tête, Ravussin qui était en tête, qui avait réussi à passer toutes les dépressions sans encombre, et il était en tête large. Et globalement, il restait Lalou avec Banque Populaire, il restait Marco et il restait Mich qui s'était arrêté à Madère pour réparer ses carénages de bras. Donc on était tous en mode, et Lalou qui était au centre de l'anticyclone a réparé sa grand voile. Donc on était tous globalement sur les mêmes, tous embêtés, et on a commencé à réparer le bateau. Et on a fait tout ce qu'on pouvait, on faisait les strates la nuit, on a vraiment bien bossé. Et quand Marc est parti, il est reparti, c'était pas sec, quoi. Il est reparti sur un patin donc c'était le bras sous le vent, c'était le bras au vent, donc il travaillait pas, et il est parti en tribord à 18 nœuds, le truc pas sec, encore pégueux. et avec le J1 de Groupama, et voilà, là on a un peu halluciné, et il passe la ligne avec comme ça, quoi, avec le bateau bien réparé, avec le truc en carbone. Il fait partie des 3 qui finissent. Ouais, et puis il fait deuxième quand même, quoi, ouais. Derrière Mich, parce que Steve entre-temps a chaviré à 800 000 de l'arrivée, et Lalou fait 3, et donc c'était une sacrée route du Rhum, ouais. Parce que même pour nous à terre, c'était épique. Ça a été épique, ouais. Dans les années qui suivent, là, tu vas commencer à faire du mini, en fait. Je te fais enchaîner vite, mais
Parce que je vois qu'après, sur les années qui suivent, il commence à avoir des lignes de palmarès en mini. À partir de quel moment tu fais vivre ce projet-là à côté? Là, on fait il y avait une course en équipage en mini là, avec Mirabel et tout. C'est là où je commence à naviguer en mini avec Armel en Pogo 1. Et puis après, Armel rachète le 151. Proto là. Plan finaux. Un plan finaux. Qui va devenir célèbre. Et ouais. Et du coup, moi je commence à naviguer. Donc c'était la mini 2003. Et que Armel gagne, et donc là effectivement c'était les petits doudous qui sont toujours avec lui. qui sont revenus avec lui, et c'était Moulin Rôti en fait qui sponsorisait son bateau, et c'était des petits doudous qui étaient c'est des peluches, hein, Moulin Rôti. Ouais, Moulin Rôti, c'est des peluches pour les enfants. J'en ai encore une chez moi. Ouais, moi, nous les enfants ont été nos enfants ont grandi avec leur doudou Moulin Rôti. L'ourson Armel. Ouais. Exact. C'est la classe. Et hein. Armel Trépeau, ouais. il avait une peluche à son nom. À son nom, ouais. Et donc, du coup, je l'aide à préparer déjà sa mini. Parce que, Alors, c'est la deuxième, hein, parce qu'en 2001, il avait fait, il a abandonné après le départ de la deuxième étape, si mes mémoires sont. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, il démate. Ouais. En Pogo 1 Non, je pense pas, non. Il a un problème de pilote, non? Je crois, de mémoire. Ah ouais, je dirais pas ça. Ouais, peut-être, ouais. Et pour l'anecdote, hein, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu passes une partie de ton étape. Bon, c'est la mini que je fais, hein, on se croise, c'est là qu'on se rencontre. Tu passes toute l'escale, une bonne partie de l'escale à Lanzarote à scier des renforts de mâts planche à voile que lui ou le propriétaire avait mis. Alors à l'époque, les jauges série étaient quand même pas super claires et tout, etc. Ouais. Et il se fait quand même, il fait quand même la remarque que sur un bateau de série, c'est pas logique d'avoir des bouts de carbone dans le bateau. Ouais. Et la première fois que je te vois, c'est quelqu'un qui râle parce qu'il fait chaleur, il fait très chaud, et t'es avec ta meuleuse à enlever tous les renforts c'est clair. Tous les renforts du Pogo 1. Ouais, le pauvre Armel. Donc ouais. Ce qui n'empêche pas de gagner du coup l'édition suivante. Non, mais ouais, effectivement. Ouais. Et puis on répare, on file un coup de main. C'était la solidarité mini, mais moi je me souviens réparer des voiles, aussi des spies. Voilà, et même je crois même que je vais en 2001, je vais au Brésil. Et tu vas au Brésil, ouais. Moi je me souviens très bien parce que c'est toi qui construis mon berre. Ouais, c'est ça, ouais. Je construis les berres et puis en fait d'où le savoir-faire du chaudronnier. Ouais, et en fait je dois ramener aussi la Trinitaine. Donc en fait c'est pour ça que parce qu'il y a la Jacques Vabre. La Jacques Vabre arrive quelques semaines après. C'est ça. Et donc du coup je passe 3 mois au Brésil, et donc avec l'arrivée de la mini et effectivement je fais le berre de Sam Davis. Exactement. Ouais, pour son proto, ouais. Et donc voilà, je mets mes compétences de chaudronnier au service. Exactement. Ouais. C'est là où je rencontre Sergio. Enfin bon, bref. Ah, et c'est vrai que 2001, je passe 3 mois au Brésil. Ouais. Et du coup, tu nous as expliqué tout à l'heure que tu avais switché d'objectif entre la solitaire et la mini transat. Donc là, tu vas faire pas mal en 2003, pardon, en 2004, tu vas faire beaucoup tu vas gagner mini Fastnet, tu vas. Ouais, alors je vais d'abord, je navigue avec Armel sur le 151. Ouais. Je lui file un coup de main à préparer sa mini en 2001. On fait toutes les courses dans le sud, en Méditerranée. La course des Lions, l'Odyssée du Lys. L'Odyssée du Lys. On se bat avec Manoir. Sam Manoir. Avec Sam. Donc là, c'était top. Et puis Armel gagne la mini. Et après sa mini, en fait, je rachète son bateau. Ouais. Je rachète le bateau. Et donc là, j'essaye de continuer sur la même lancée, à essayer de tout gagner et tout. Donc effectivement, je gagne en 2004 le mini Fastnet avec François Lamiot. Ouais, François Lamiot. Et l'un des cofondateurs de Le Purpose. Ouais. Je précise, tout le monde ne connaît pas, tu sais. Non, c'est vrai. Ouais. Et après, en fait, là, c'est mon projet mini démarre. Je me dis que je vais faire la mini et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en 2004, donc je continue à naviguer en Norma. Hein, je navigue avec Marco. Et Marco. On change d'écurie, on passe chez Gitana. Et il y a un moment donné, il faut choisir. On de faire la Jaguar 2005 et il y a la Mini 2005 aussi. Ouais. Oui, alors
C'était en 2005 la Mini. C'est les années impaires. Ah oui, c'est ça. Ouais. Jacques Vabre. Et du coup, la Jacques Vabre, c'est en 2005 ? Oui. Ah oui, c'est ça. En 2004, on chavire, on fait. Oui. Oui, t'as raison. Ouais. On chavire avec Gitana 10 à Fécamp, en Grand Prix. Et effectivement, c'est la Jacques Vabre 2005 qu'on fait avec Thierry. Il y a deux Gitana engagés, en fait. Hein. Gitana 11 et Gitana 10 avec Fred. Et puis Thierry sur le 10. Et du coup, je fais pas la Mini. Je fais pas la Mini parce que je décide de faire la Jacques Vabre. Et du coup, je laisse mon bateau à Yves. Ouais. Le Blévec. Et Yves Le Blévec, qui démate, je crois, de mémoire, je crois bien. Je me souviens plus. Et qu'il avait déjà fait en 2001 sur ce même bateau. Ouais. Si vous suivez toujours. Ouais. C'est vrai que le 151 a une belle vie. Mais ce que je veux souligner, c'est que du coup, quand on est un technicien comme toi et navigant, donc c'est compliqué de faire vivre son projet perso à côté, quoi. Et le projet Mini là, il va encore continuer plusieurs années, mais quand on est un bon technico, ce qu'on est demandé, c'est toujours compliqué de switcher et de dire non, j'arrête tout pour faire vivre mon projet à moi. Et toi, on voit bien que la cohabitation de ton projet perso, on va voir, ça va durer une dizaine d'années où tu vas être au service des autres avec l'envie d'avoir monté ton projet, et ça ne finira par éclore que plutôt au début des années 2010, quoi. Ouais, en fait, parce que du coup, donc là, je loue le bateau, après je le vends, et après, on est en train de réfléchir à construire un nouveau bateau, un nouveau Mini. Et donc là, je construis un premier Mini, un plan Lombard pour Esquil. Ensuite, je construis pour Isabelle Joschke. Pas pour Isabelle, pour le Belge. Ah, Peter Lorentzen. Peter Lorentzen, merci Pierre, tu as une bonne mémoire. Pour Peter, et donc en fait, on construit 3 bateaux sur le même moule, celui d'Isa, et puis après le mien, et 621. Mais c'est pareil, l'année où... Alors ça doit être en 2007. 2007, on fait toutes les régates, et en fait, il y a 4 bateaux neufs dans l'année pour la Mini, mais il y a 3 places. Donc en fait, on se bat avec Isa, Sam Manoir, Quentin Monogier sur Tabon, et je me fais avoir parce que j'ai jamais fait la Mini, moi. Je me fais avoir parce que je suis pas qualifié. Alors il y a beaucoup, il faut donner quelques éléments. C'est la première époque aujourd'hui dans le monde des mini. Il y a trop de concurrents par rapport au nombre de courses et par rapport au nombre de places. Et en 2007, c'est déjà l'époque. Les jeunes ministres d'aujourd'hui l'ont peut-être oublié, mais il y a 15 ans, il y a déjà des quotas, il y a déjà des places limitées. On réserve déjà des places au proto, et il n'y a pas de place pour tout le monde. Et c'est là qu'effectivement, toi, tu vas te faire... Il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est la course aux 1000. Et du coup, je me fais avoir dans la course aux 1000 parce que Sam, il a déjà fait la Mini, Isa, elle a déjà fait la Mini aussi, et Quentin, il a fait aussi la Mini en pogo. Donc du coup, et moi, j'ai pas fait de qualif. Du coup, je me fais avoir et je termine 4e, et donc du coup, j'ai pas ma place pour faire la Mini. Et mais c'est pas grave, je vais faire la Jacques Vabre, je crois aussi. En 2007. Tu vas faire la Jacques Vabre en classe 40. En classe 40 avec Damien. Voilà, tu fais un tour de Bretagne en Figaro. Enfin, tu fais beaucoup de choses. Ouais. T'es très demandé là. Oui. On multiplie les embarquements, les supports. Ouais, on multiplie les expériences de voile. Peu importe le support. Et c'est là quand même où aussi, c'est dans ces années-là où tu bascules du technicien navigant, là tu deviens un quasi navigant à plein temps, parce que c'est le début des années. Ouais, on est vraiment marin. Ouais, effectivement. Ouais, on est marin professionnel. Effectivement, là, je commence les années Courrier Dunkerque. J'arrête chez Gitana en 2006, et avec l'expérience Loïc quand même. Donc là, passe un an avec Perron, hein. Avec Loïc Perron, qui du coup est devenu team manager de Gitana. Ouais, avec Cyril. Et à son contact, on apprend des choses quand même, hein. Mais malheureusement, l'esprit du truc et tout chez Gitana, ça m'a notamment par rapport à Thierry et l'époque dans laquelle on est avec Gitana 12, ça me convient plus, et j'arrête en cours de saison. Je me casse parce que je m'y retrouve plus, donc j'arrête avec. Puis il y a trop de prises de tête
C'est les années compliquées chez Gitana. Et je préfère m'en aller. Et il y a Daniel qui navigue avec Gitana 11 et je rencontre Daniel Souben. Ouais, je rencontre Daniel Souben un jour dans le container à Portimao et je lui dis écoute, si t'as une place à un moment donné pour faire si t'as besoin de monde sur le tour, n'hésite pas à m'appeler quoi. Parce qu'à l'époque, il est team manager de Corée Dunkerque et skipper d'ailleurs. Et skipper, ouais, et qui est en train de devenir une très très grosse équipe de Monde 30. Enfin, c'est le phare 30. Ouais, c'est encore Monde 30. Non, c'est même 30, c'est phare 30. Ouais. Et du coup, il me dit allez, hop, en med, j'ai pas de navigateur, viens faire la med. Et du coup, je suis navigateur de Corée Dunkerque en med. Et ça se passe super bien. Et là, c'est le début d'une assez longue histoire. Ouais, et c'est le début d'une longue histoire avec Daniel, ouais. Et puis avec Corée Dunkerque. Et donc, on va jusqu'au M34 avec 3 victoires, et ouais. Et c'est là où, effectivement, on bascule. Mais déjà, on l'était déjà plus ou moins, mais on est marin professionnel. Et aujourd'hui, en tant que marin professionnel, équipier professionnel, tu peux vivre toute l'année, quoi. Ouais. Mais à l'époque, c'était un peu les débuts de ça. Aujourd'hui, tu peux faire des très très belles carrières d'équipier sans projet perso. Ouais. Mais à l'époque, on est à la fin des années 2000, la moitié des années 2000, c'est un petit peu le début de ça. Ouais, et la structure Corée Dunkerque est une équipe très professionnelle, quoi. Ouais. Oui, la structure Corée Dunkerque, Daniel en fait au fur et à mesure des années. Et moi je suis cette évolution là en fait parce que je suis avec lui, mais effectivement il en fait une écurie vraiment très professionnelle. Mais il y a déjà des exemples, tu vois, Jean-Baptiste qui a déjà eu qui a un palmarès juste de tu parles de Jean-Baptiste Le Vaillant. Ouais, Le Vaillant qui a déjà, et donc il y a déjà des marins, tu vois, comme ça qui arrivent à naviguer tout le temps, toute l'année au plus haut niveau. Donc voilà, donc là c'est l'aventure Corée Dunkerque qui commence. Puis là Lorma commence un peu sur le déclin. C'est l'aventure classe 40 qui commence aussi. Donc là moi c'est là où 2006 je fais aussi je prépare la route du Rhum pour Damien. Pour Damien Grimond en classe 40 et puis il m'embarque en 2007 en classe 40. Ouais. Et c'est là où je rencontre Francky Vescoffier en 2007. D'accord. Et que je rencontre Crépeau. Ouais. Alors là, il faut mettre une petite pierre blanche parce que c'est le début de notre histoire. Hein. Ouais. En fait, c'est même 2006 donc la route du Rhum 2006. En 2006, c'est un peu le tournant. En 2006, je quitte Gitana. Je quitte. Donc on commence l'aventure Corée Dunkerque. Et Damien m'appelle, il me dit c'est le début des classes 40 et donc Damien m'appelle, il me dit ouais écoute Erwan, le bateau est en train d'être construit chez François Robert mais ça avance pas bien et donc il cherche quelqu'un pour faire avancer le projet quoi. Et moi quand j'arrive, c'était en juillet, fin juillet, début août, j'arrive, le bateau il est retourné dans le chantier de chez François à Lorient. Et là, je me dis, putain, là, il y a du taf, quoi. Oh la vache. Pour la route du Rhum 2006. Pour la route du Rhum, ouais. Ouais. On est à 4 mois de la route du Rhum. Le bateau, il est à l'envers. Ouais. Bon, ça va, il y a déjà eu un de construit qui navigue avec comment il s'appelle Yvan, ouais. Qui est de la famille de Patrick Morvan. Patrick Morvan. Et Yvan Noblet, exactement. Et donc Yvan a déjà construit le sister ship. Et donc voilà, et donc c'est une belle aventure qui commence là, 2006, deuxième route du Rhum pour moi en tant que préparateur. Et puis il y a un beau challenge à relever avec Damien. Alors du coup je fonce et je mets toute mon énergie là-dedans et c'est sympa. Et ça arrive au bout. Et quand on arrive au bout à l'autre côté, je fais une première navigation avec le bateau s'appelait Montbana. Et en attendant Damien, on fait une navigation à bord de Crépeau 2 avec Franck-Yves, Bertrand Chamberloir, les gens de chez Montbana. Et puis voilà. Et je découvre le Crépeau 2.
Ouais. Et là, je dis putain, mais c'est des bateaux exceptionnels. C'était des bateaux simples, c'était top, ouais. Et les multi 50 sont embryonnaires, quoi. Hein. Ouais, bah en fait, c'était le début. Bertrand et Franck-Yves ils ont construit le bateau en 2005. Donc ils font la route du Rhum en 2006. Le bateau avait 1 an et ils essayent de lancer un peu la classe. Ils ont beaucoup de vieux bateaux, dont Gamin, dont Pierre II. Enfin bon, voilà, il y a un petit vivier de multi 50. Et voilà, ils ont construit des moules. Et il y a une technique de construction qui est très CDK, très Hubert des Joyaux, avec construction one shot. Enfin, c'était vraiment intéressant de la façon dont il a fait ça. Et ils essayent de lancer le truc, quoi. Mais le bateau est juste d'une simplicité redoutable. Ouais, c'est top, quoi. C'est des petites mobilettes, des petites cartes, quoi. Ben, pour le coup, même si tu as un coup de cœur, tu vas mettre du temps à... Et bah ouais, ça 2006, effectivement, ouais, on va mettre du temps. Mais par contre, il y a un déclic quand même qui se passe. Il y a un déclic qui se passe quand même, c'est de se dire, bon, là, c'est des bateaux qui sont vraiment intéressants, quoi. Ouais. Et du coup, donc je fais la Jacques Vabre 2007. Et en 2008, c'est Bertrand et Franck-Yves qui m'appellent et qui me disent on va construire un bateau. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux faire chef de projet donc c'était Crépeau ou 3. Et est-ce que tu veux faire chef de projet et tu feras la Jacques Vabre en 2009. Voilà. J'ai dit banco. Donc alors tu racontes ça comme ça, mais pendant ce temps-là, tu fais tu multiplies les victoires sur le Tour de France. Avec tu fais tout ça en parallèle, quoi. Hein. Ouais. Je continue à. Ça a toujours été le deal avec Bertrand et Franck-Yves. Ok, je fais chef de projet, mais je peux pas. Voilà, il y a des jours où je serai pas là parce qu'il faut que je continue à naviguer, il faut que je continue à m'entraîner, quoi. C'était un peu le deal. Et ils trouvaient ça normal et il n'y a jamais eu de souci pour faire ça. Et ils m'ont toujours bien accompagné là-dedans. Donc effectivement, je réussis à faire tous les entraînements avec Courrier-Dunkerque en 2009. Et puis j'arrive à faire une partie du Tour. Vous êtes double, triple vainqueur du Tour de France là avec Dunkerque. Ouais. Triple. Ouais. À la suite, hein. Non, pas tout à fait à la suite. Non, pas tout à fait. On a la première. Il y a un doublé 2008-2009, ça par contre, je suis sûr. 2008-2009 et 2013, non? Ou deux, en M34, je sais plus quand exactement. Ouais. Et comment tu fais coexister ces univers très différents, parce que la voile en équipage, en monotype sur un bateau de 10 mètres de long, c'est très différent de tout ce que tu fais à côté, quoi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est hyper riche, quoi. La rencontre avec Pierre-Antoine Morvan, Antoine Carpentier, tout ça, les spécialistes du match race, Pierre-Loïc Berthet, la voile légère, tu vois. Et que tu n'as pas fait du tout, hein. Ah non, que j'ai pas fait du tout. C'est pas ma culture, mais par contre, à contact de ces gens-là, t'apprends, quoi. Et puis tu ouvres grand les yeux, puis tu regardes. Enfin voilà, je pense que Daniel avait réussi à réunir autour du projet. Voilà, tout ce qui pouvait se faire dans le milieu de la voile et surtout les gens qui étaient très à l'écoute, quoi, qui étaient avides de partage et d'apprentissage, quoi. Et en fait, tu te nourrissais de tout ça, quoi. Et donc c'était génial. Moi je progressais en tant que marin, le fait de naviguer sur Courrier-Dunkerque, même si je faisais pas les bananes, je faisais que les offshore. Je râlais de temps en temps parce que j'aurais bien aimé faire 2-3 bananes quand même, mais c'était voilà, on connaissait les règles du jeu et c'était juste génial, hein. De l'extérieur, ça faisait vraiment équipe extrêmement professionnelle, très très organisée. Il y avait un côté gestion de projet
mais première ça, classe qui était moi je connais pas de l'intérieur hein, mais j'ai fait un tout petit peu de 30 mais ça donnait l'impression vraiment de jouer en Ligue des Champions quoi. Il y avait il y avait nous en tous les cas de l'intérieur. Je parle vraiment de la gestion de projet quoi. La gestion de projet était vraiment de qualité, mais ça c'est la patte à Daniel, hein, ça c'est clair. Et puis il avait carte blanche avec les gens de Dunkerque. Hein. Il y avait des moyens, oui. Ouais, il y avait les moyens. Et puis il y avait, il faisait vraiment progresser le truc. Il était beaucoup investi à Dunkerque pour faire le développement de la voile. Tu vois, il y a Thomas Ruyant. Il est venu, il a commencé aussi avec nous et tout ça, quoi. Enfin, c'était top. Enfin, il avait ce côté-là aussi. Un peu éleveur de jeunes talents quoi. Mais je crois que surtout ce qui transpirait à l'intérieur de l'équipe, c'est on était comme des gamins quoi. On était comme des gamins de se retrouver, de la bande de potes, aller faire des conneries. Mais moi je me souviens les premiers on s'entraînait dès février à l'ENV, donc on était avec 2-3 bateaux mais les premiers entraînements, c'était... Alors, c'était au mois de février, il faisait 8 degrés, on prenait des vagues dans la gueule pendant 3 heures. Mais en fait, on n'arrêtait pas de parler, on était hyper contents de se retrouver, quoi. Parce qu'on était une bande de potes et on se racontait nos aventures qu'on avait eues parce qu'on avait navigué sur tel bateau avant, tel machin, tel truc, et on faisait tel truc, tu vois. Et on se racontait nos histoires et puis c'était génial, on était hyper contents de se retrouver. Et on était vraiment une bande de potes, quoi. Et ça, il y avait une solidarité et une connivence entre nous, mais c'était génial. Hein. Moi, les années Courrier Dunkerque, on s'est vraiment éclaté. Et à chaque fois qu'ils mettaient un nouveau dans l'équipe, c'est pareil, quoi. On dit ah ouais putain lui bien et tout, et en fait c'est parti. Il y avait cette connivence, cette joie de vivre et cette bande de potes qui étaient heureux de se retrouver et qui avaient plaisir à naviguer, quoi. Et à côté, si je lis ma petite fiche, il y a encore du mini, quoi. Tu continues à faire du mini à droite à gauche. Il y a une victoire dans le trophée Marine Espéron en 2008, pardon. T'as pas encore complètement bâché ton ouais, parce que j'ai construit mon bateau. Je vais spoiler, tu la feras peut-être un jour, mais tu vas pas la faire là. Non, je fais pas la mini. Et puis j'ai toujours mon bateau et que j'ai construit d'éphéméride 3. Et que j'ai donc autant qu'il navigue, et donc en fait je me dis je vais remettre le bateau à l'eau là, ça me permet de naviguer, j'ai un peu de temps, je peux aller naviguer, je peux aller faire 2-3 épreuves, et donc du coup j'ai plaisir à y aller. Et puis effectivement il y a 2-3 victoires, il y a un moment donné même, je crois que on fait pas le Fastnet est annulé, le mini Fastnet est annulé, mais je crois qu'il y a même le bateau, il porte les couleurs de JDMAT. Ouais. Avec Armel, on doit faire le mini Fastnet avec Armel quand je gagne le trophée Marine Espéron, je crois. D'accord. Et donc ouais, j'essaye de relancer quand même ce projet-là, parce que 2008, je me dis tiens, je vais peut-être pouvoir faire la mini quand même. Puis en fait non, après il y a Chamberloir qui m'appelle avec Francky Vescoffier pour aller construire Crépaude 3. Voilà. Tu te la gardes sous le coude pour plus tard ? Écoute, quand je regarde les bateaux, les petits mini qui volent, je me dis putain, mais ça donne envie. Hein. Ouais. Tu sais, c'est comme le Figaro. Hein. J'ai jamais fait la solitaire du Figaro. Ça fait marrer parce que des fois, quand j'entends les mecs qui disent fais ta mini, fais ta solitaire du Figaro et après on verra. Toi, t'as fait ni l'un ni l'autre. T'as fait ni l'un ni l'autre. Reste un peu à l'écart, reste discret, dis rien. Ça va passer. Ils ont oublié. Tu finiras par te faire rattraper. Ouais. Mais ouais, c'est sûr. Alors, en fait, moi, j'ai toujours dit que la solitaire du Figaro, si t'as pas les moyens, c'est quand même compliqué, quoi. Et voilà, moi j'ai ma carte de bisu encore. Donc voilà, donc si un jour, mais si je fais du monocoque un jour, si je devrais avoir un projet autre, je pense que je retournerai en Figaro. Ouais. Voilà, on va laisser Erwan Leroux à sa tentation du Figaro, à laquelle vous allez le voir dans la seconde partie de ce 64e épisode, la semaine prochaine, qu'il ne va pas succomber, pour plonger dans la passion dévorante du multicoque. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire, c'est important pour le référencement.
Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner comme 11 000 autres voileux à la newsletter de Tip & Shaft, publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.